Donc, le deuxième atelier là ce soir, donc c'est moi qui vais intervenir. Donc, c'est sur initier, accompagner le changement. En fait, il se trouve que Cohérence euh, a pendant 3 ans à peu près accompagné des familles du Finistère entre 2010 et 2013 sur voir, enfin, l'idée était de voir comment on pouvait donner envie aux gens de changer, donc dans leur pratique au quotidien, en ce qui concerne donc le tri des déchets, les mobilités actives, les questions d'alimentation, de logement. Et en fait, de cet accompagnement-là, on a tiré un certain nombre d'enseignements et d'outils. Et notamment, on a créé un outil qui s'appelle l'agenda des transitions et qui s'appuie sur les éléments d'éco-psychologie, c'est-à-dire sur la façon dont on pouvait donner envie de changer aux gens. Donc, sachant que, quel que soit le sujet, en fait, hein, s'engager plus dans la transition ou faire plus de sport ou arrêter de fumer, en fait, on est souvent sur un peu les mêmes leviers. Et donc là, ce soir, l'idée, c'est de vous transmettre quelques éléments qui peuvent vous servir à vous dans vos associations. Par exemple, pour donner envie à des gens de trier plus ou de mieux trier, mais aussi, c'est des outils qui permettent de donner aux gens de venir plus facilement en vélo ou de passer sur une alimentation un peu différente, quoi. Donc en fait, il y a quelques éléments. Je ne suis pas psychologue de formation, je ne vais pas faire de vous en 30 minutes des spécialistes de l'éco-psychologie, mais on peut tout de même mettre en place un certain nombre de dispositifs et puis surtout aussi changer ses postures. Donc je vais vous donner quelques clés, puis peut-être à la fin, si on a le temps, on fera un petit jeu pour illustrer. Euh, alors, on a longtemps été convaincus, en tout cas dans le tissu associatif, il suffisait d'apporter une information, de s'adresser au cerveau pour que les gens changent de pratique. C'est-à-dire, voilà, on dit aux gens, il y a un problème de changement climatique, faut moins prendre la voiture, il faut manger moins de viande, il faut isoler ses maisons. Et puis, dans la réalité, on apportait une information claire avec un problème bien contextualisé. Et puis, dans la réalité, on constate que ça marche pas sur tout le monde ou pas tout le temps, quoi. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans au-delà du cerveau, il y a tout un tas euh, d'éléments qui interviennent, des freins au changement. Et alors évidemment, il peut y avoir les freins physiques, hein, je veux dire, si on vous dit aux gens, prenez plus les transports en commun, mais qu'à côté de chez eux, le bus ne passe pas, bien évidemment, ça va être compliqué pour eux de prendre plus facilement les transports collectifs. Mais il y a aussi une cohorte de freins qui sont souvent d'ordre culturel ou psychologique, qui vont faire que les gens ne vont pas forcément adopter le comportement que vous aimeriez qu'ils adoptent. Alors il y a plusieurs raisons, hein. Ça peut être pour des raisons culturelles. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un, si vous invitez quelqu'un à consommer moins de viande, eh ben, si cette personne-là a ses parents qui sont éleveurs ou bouchers charcutiers, vous allez aller à l'encontre d'un univers qui est l'univers familial, qui est le sien, et donc sur lequel il va peut-être pas se sentir à l'aise de changer. Vous allez peut-être aussi demander des efforts à des gens qui sont trop importants et qui vont être dans le déni parce qu'ils vont dire attendez, on me demande de changer moi, mais pourquoi moi? C'est pas à moi de changer. Donc on va être sur des stratégies de fuite, disant c'est à la collectivité de changer. Ou c'est aux autres de changer d'abord, après moi je verrai si je suis le mouvement. Vous pouvez aussi avoir des gens qui vont se dire oui, moi je fais déjà beaucoup d'efforts sur d'autres sujets, donc je vais pas en faire plus. Enfin, il y a plusieurs éléments culturels, psychologiques ou contextuels qui font que les gens ne changent pas. Et donc, et puis aussi, un élément important, c'est qu'on ne peut pas faire changer les gens contre leur avis. Donc, en fait, quand vous mettez en place une
communication, une démarche pour inviter les gens à changer, eh bien, écoute, il faut prendre en compte que c'est eux c'est à eux de prendre cette décision-là. On ne peut pas faire changer les gens contre leur gré, hein. C'est évidemment ça serait trop violent. Mais par contre, on peut créer un environnement social qui donne envie aux gens de changer, qui va les inviter à prendre cette décision-là. Sachant que quand on dit on accompagne les gens dans le changement, il faut bien comprendre qu'on est chacun à différents stades du changement. C'est-à-dire que vous avez entre le stade 0, je vais être caricatural exprès, mais entre le stade 0 de la personne qui considère qui pense que la quinoa c'est le nom d'un joueur de foot, et puis le stade 8 de l'éco-warrior qui arrive à être autonome avec son balcon de 3 mètres carrés parce qu'il fait pousser une mini-forêt alimentaire. Donc il y a différents niveaux d'engagement et en fait il y a différents niveaux de prise de conscience et de cheminement. C'est-à-dire que quand on change, on va passer différents stades et en fait on n'est pas tous au même stade en fonction aussi des sujets. On peut être très engagé, très avancé sur un sujet qui nous tient à cœur et puis sur d'autres thématiques être un peu plus en retard parce qu'on n'a pas commencé à se projeter ou parce que on n'a pas identifié les atouts du changement. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a différents stades dans le changement et que c'est quelque chose qui se déroule en dynamique. Il y a à peu près 6 étapes qui sont identifiées dans les travaux sur l'éco-psychologie et qu'en fait, à chaque étape, on peut avoir un comportement qui va aider les gens à se lancer. Je vais prendre quelques exemples et puis essayer d'illustrer. Par exemple, si vous avez envie de peindre une pièce chez vous, eh bien, vous allez aller chez Bricotruc ou Casto Machin acheter un pot de peinture. Et en fait, à ce stade-là, vous êtes en éco-psychologie au stade de l'inconscient incompétent. C'est-à-dire que vous ne savez pas qu'on peut faire autrement et du coup, vous ne savez même pas comment on pourrait faire autrement. Et puis un jour, quelqu'un vous apporte une information en disant tu sais, tu peux fabriquer ta peinture toi-même. Tu peux décider avec des pigments, avec un liant, de l'huile de lin, un peu de char, de la chaux, tu peux la fabriquer. Et là, en fait, vous passez à un autre stade, c'est-à-dire que vous passez au stade conscient et compétent. Vous savez qu'on peut faire autrement. Donc, une information ouvre d'autres champs du possible, mais vous ne savez toujours pas le faire. Après, sur Internet, vous allez trouver la recette, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Et en fait, donc, on est toujours dans le changement à travers différentes étapes. Et puis, à chaque fois, on va avoir des freins qu'il s'agit d'essayer de lever. Ce qui est important, donc on est en dynamique, c'est-à-dire vous pouvez apporter une information aux gens. D'ailleurs, je pense que si vous y pensez, si vous cherchez un exemple, vous allez le trouver assez vite, d'une information que vous avez apportée à quelqu'un qui, sur le coup, n'a pas réagi ou même peut-être réagi de manière un peu négative. Et puis, quelques semaines ou quelques mois, ça dépend aussi de la facilité du changement. Forcément, trier ses déchets, par exemple, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut se poser la question de la poubelle. Après, il faut sortir différentes poubelles. Mais économiquement, ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, ça peut être intéressant dans certains cas. Évidemment, si on parle du changement, d'inviter les gens à isoler leur bâtiment, leur habitat, forcément, là, on est sur à la fois des questions techniques, du comment, mais aussi des coûts économiques. Donc, effectivement, la facilité structurelle à changer joue aussi sur le sujet. Mais on est aussi, il faut le voir, il faut se rappeler que les choses sont en dynamique et qu'une information qui est apportée à un moment va peut-être mettre un moment avant de cheminer et aussi faire en sorte que la personne essaye et voit les avantages et les inconvénients du changement. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas tous équipés de la même manière par rapport au changement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent le changement, qui vont être des précurseurs, que ce soit sur une innovation technique, un nouveau téléphone ou un nouvel équipement ou une nouvelle pratique éthique. Et donc, il y a des gens qui, en fait, vont être ces défricheurs-là de changement et qui ne peuvent pas de toute façon faire comme les autres. C'est pas possible, ils ne sont pas programmés comme ça.
et que ces gens-là, en fait, ils vont être aussi ils vont être suivis par des gens qui vont être à l'écoute de ces mouvements-là, de ces innovations. Et puis, plus loin, en fait, dans la diffusion d'une innovation, vous avez des gens qui ne changeront pas de pratique tant que ça ne fait pas au moins 20 ans que la société utilise ce type de produit ou de pratique. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas tous réceptifs au changement et que les leviers pour changer ne vont pas être les mêmes chez les uns et chez les autres. Vous avez des gens qui vont s'engager dans l'écologie ou dans le développement durable par éthique, parce que pour eux, la situation de la planète est insupportable. Ils vont changer pour cette raison-là. Vous avez des gens qui changeront parce que le changement va les avantager, que ce soit économiquement ou socialement. Ça peut être un levier. Et puis, il y a des gens qui changeront parce que tout le monde autour d'eux change et qu'ils ne veulent pas être exclus, entre guillemets, de leur société et qui vont adopter ces comportements-là parce que les autres changent. Ça, c'est assez typique. Enfin, je pense, hein, si on reste un peu sur le sujet du tri, si tout le monde se met à trier, il y a des gens qui vont trier aussi parce que tout le monde fait comme ça autour d'eux. Que ce soit leur belle-sœur, leurs collègues au boulot. Donc ça aussi, c'est un des leviers du changement. Donc nous aussi, un autre élément qui peut vous aider en fait à initier le changement, c'est le principe du héros ordinaire, c'est-à-dire que un tel me ressemble, il a le même âge, il habite dans le même quartier, il a le même métier que moi, on partage une passion commune, hein, que ce soit artistique ou sportive. Et en fait, cette personne-là va nous porter un message et on va être à l'écoute beaucoup plus fortement de son message que si ça vient d'une institution ou d'une association ou de l'État. Parce que la personne nous ressemble et donc on va se projeter à sa place et on va avoir tendance à la croire plus facilement. C'est pas de la manipulation, mais on va s'identifier plus facilement. Donc en fonction de vos publics que vous voulez, avec lesquels vous voulez initier un changement, ben moi je vous invite à essayer de trouver des gens qui ressemblent au public que vous visez pour les faire témoigner. Et témoigner, si possible, de manière positive, comme on l'a vu, c'est faire, on voit souvent dans les tissus militants des communications très angoissantes sur l'état de la planète, la fin du monde. La peur a souvent tendance en fait, à fermer les esprits, à stériliser les imaginaires. Et c'est pas quand on a peur qu'on est le plus... alors je parle de manière générale, on ne fonctionne pas tous pareil, mais c'est pas quand on a peur qu'on est le plus ouvert au changement et à provoquer une incertitude, une zone de confort, parce que l'habitude est économe en énergie et l'habitude est rassurante. Donc, je vous invite à trouver des supports, des gens, ces héros ordinaires qui peuvent être témoins pour expliquer à leurs compères, à leurs pairs, comment ils ont fait, en mettant en avant évidemment les avantages du changement. Il faut être pratique, hein, c'est pas la peine de... Les gens vont être, je vais vous donner un exemple, vont être beaucoup plus réceptifs à des arguments qui les touchent dans leur quotidien. Je vais vous donner un exemple, je vais vous décrire deux outils qui peuvent contribuer à la lutte contre qui s'inscrivent dans le développement durable. Deux façons de le présenter. La première, c'est dire, si vous mettez en place cet outil-là, vous allez limiter les gaz à effet de serre et sauver des bouts de banquise, les pingouins. Deuxième façon de présenter l'outil, si vous mettez en place cet outil-là, vos enfants seront beaucoup plus attentifs à l'école, ils seront beaucoup plus calmes en revenant à la maison et ils vont faire du sport. En fait, l'outil dont je parle, c'est le pédibus. Mais vous voyez qu'en fait, en fonction de la façon de présenter, et le pédibus donne ces deux effets-là, mais en fait, dans la deuxième version, si vous parlez à l'ensemble de la population en disant vos enfants seront plus attentifs à l'école, ils seront plus calmes à la maison, bon, je ne connais pas beaucoup de parents qui ne se sentent pas touchés par cet argument-là. Je vois Marie qui sourit, je pense que ça sent le vécu. Moi aussi, j'ai deux bouts de chou en haut, là.
Et donc, en fait, voilà, on peut être sensible à la question des gaz à effet de serre, mais à partir du moment où ça touche notre quotidien et qu'on est directement impacté et de manière positive par sa mise en œuvre, ben, ça porte beaucoup plus fortement. Autre élément, et puis je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on pourra en discuter ensemble après, mais quelques éléments en fait pour inviter les gens à mettre en place un changement. Il y a celui de la convivialité, évidemment. C'est dès que vous... Alors, quand elle reviendra parmi nous, la convivialité, mais dès que c'est possible, évidemment, un repas partagé, une conférence qui se finit en musique, sont des contextes qui vont rendre les gens beaucoup plus à l'écoute et puis ils vont s'engager plus facilement, être plus réceptifs. Il y a un autre élément qui peut favoriser l'engagement, c'est l'absence de jugement. Voilà, pareil, je vais vous donner deux exemples, enfin deux façons d'appréhender le sujet. Je vous invite à manger chez moi et puis je vous accueille, enfin au cours de la discussion, je vous dis ah quoi, tu manges encore de la viande, mais t'es un salaud, enfin vous passerez l'expression, mais tu te rends compte, la souffrance animale, les gaz à effet de serre, Ou alors je peux vous dire, oh, hier soir j'ai mangé un super plat végétarien, mais c'était délicieux, quoi. Dans les deux cas, mon intention, c'est de vous inviter peut-être à réfléchir sur le contenu de votre assiette, de peut-être manger moins de viande. Mais vous voyez que dans le premier cas, je vous juge, et a priori, on apprécie rarement d'être jugé en plus par des copains, des gens qu'on apprécie. Et de l'autre manière, j'ai tourné ça de manière positive pour donner envie aux gens de suivre mon exemple. Là, je suis le héros ordinaire. J'ai peut-être réussi à vous donner envie d'essayer ou de me demander la recette. Peut-être d'essayer plus tard. Donc l'absence de jugement, c'est primordial pour inviter les gens à changer. Il y a l'effet de groupe aussi qui peut être intéressant. Le groupe rassure, c'est-à-dire, tiens, on est ensemble à tester quelque chose. Donc, tester aussi, c'est une bonne piste, en fait. Hein, ça évite aux gens de s'engager de manière définitive. Il y a peu de gens qui refusent de tester quelque chose, en tout cas des adultes. Mais le groupe à la fois rassure et puis le groupe engage parce que quand on a discuté d'un changement avec les autres et qu'on a dit qu'on allait changer, ben, on se sent un peu tenu de tenir sa parole vis-à-vis de ses pairs, quoi. Et puis évidemment, il y a aussi le volet praticité. Plus un changement est facile à mettre en œuvre, plus vous aurez de facilité à l'initier. Et donc, voilà un petit peu quelques éléments. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter? Oui, ben, l'honnêteté aussi dans le changement, c'est-à-dire que si le changement est vécu comme une contrainte, il ne va pas durer. Mais pour autant, des fois, changer apporte aussi une nouvelle contrainte. Par exemple, si vous remplacez plus fréquemment votre voiture par un vélo, eh ben, écoutez, avec le vélo, ben, vous serez en meilleure santé, vous ferez des économies d'essence, vous allez effectivement répondre à des enjeux de lutte contre le changement climatique. Ça, c'est les atouts. Après, il y a des nouvelles contraintes, c'est que parfois, s'il pleut, ben, vous allez arriver trempé au boulot, ou enfin au lieu où vous vivez. Donc ça, c'est important aussi. En fait, dans chaque changement, les gens sont toujours en train de mesurer les nouveaux avantages et les nouveaux inconvénients.